Et Pascal Grignon va longuement revenir sur cette situation, sur cette allocution du chef de l'État qui est à la une ce matin de nombreux titres de la presse régionale. On va en regarder trois ensemble. D'abord la une de la Dépêche. Macron, la patrie a besoin de vous. Emmanuel Macron qui a promis hier des investissements supplémentaires pour la défense compte tenu de l'évolution des menaces, notamment de la Russie. La deuxième une, c'est celle du Télégramme. C'est un autre angle choisi par le journal breton. Bouclier nucléaire, Macron ouvre le débat. Le chef de l'État qui a déclaré qu'il ouvre le débat stratégique sur la protection de l'Europe par l'arme nucléaire française. Et puis c'est un tout autre sujet qui est à la une de votre journal régional, le Courrier Picard. Somme le combat d'un jardinier contre les pesticides. Un ancien agent des espaces verts de la ville d'Albert se bat pour faire reconnaître en maladie professionnelle son cancer lié à l'utilisation des pesticides. Quelle une choisissez-vous? Pardon? Quelle une choisissez-vous de commenter? La patrie a besoin de vous. Oui. Et cette phrase, il a trouvé des bonbons hier, Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il faut avoir un discours de vérité. En fait, ça sert à rien en fait de cacher cette situation, parce que de toute façon, les Français le sentent bien, savent aussi depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, aux portes de l'Europe, et qu'il faut bien évidemment penser à notre sécurité. Et celle des Ukrainiens aussi. La Russie, elle a agressé, elle est venue enlever la liberté en fait des Ukrainiens. Et l'Union européenne, elle est constituée aussi sur cette liberté. Donc c'était important, je pense, d'avoir un discours de vérité. Après, ça peut peut-être faire peur, certainement. Mais je pense que la France et l'Union européenne... Il fallait parler de cette manière aux Français? Ah oui. Est-ce qu'il s'est imposé justement aux leaders européens dans cette crise, selon vous, Emmanuel Macron? Alors, aujourd'hui, oui, quand même, hein, et c'était important, ça aussi. Je pense que notre président est affaibli par la situation en France, la situation budgétaire, la dissolution, les censures. Mais en revanche, là, on va dire qu'il prend le taureau par les cornes. Et comme on a un armement quand même en France qui est encore important, c'est bien qu'il prenne le leadership. C'est même essentiel. Il dit nous rentrons dans une nouvelle ère. Est-ce que selon vous, l'Europe et la France sont prêtes face à cette nouvelle ère? Alors, prêt, vous voulez dire du point de vue de l'armement? De l'armement, du point... Oui, surtout de l'armement. On a pris du retard. Hein. Je crois qu'on a cru que la paix était pour toujours. Et ça, c'est bien dommage. Je me souviens, moi, mes collègues, Cédric Perrin, Pascal Alizard, dans le cadre de la loi de programmation militaire, qui se sont battus justement pour avoir un vrai budget. Donc oui, il faut en avoir conscience. Et on a une situation budgétaire, une dette tellement importante que ça aussi, ça inquiète. Ouais, et on va évidemment y venir. Un mot d'abord sur un autre débat qu'a rouvert hier le chef de l'État. Il en avait parlé il y a quelques jours, c'est la question de la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'il a raison d'ouvrir la porte à un parapluie pour nos alliés européens? Bien sûr, et le général de Gaulle, de toute façon, en avait parlé aussi. Oui, c'est important, parce que pour l'instant, c'était plutôt un bouclier américain. Or, nous, on a cette puissance nucléaire et qu'on protège en fait nos voisins, nos partenaires européens, c'est normal. En revanche, celui qui a le bouton, celui qui a été élu avec cette possibilité, c'est le président Macron, c'est le président de la France, et le seul. Alors le chef de l'État qui a dit aussi qu'il fallait qu'on soit prêt à un désengagement des États-Unis dans plusieurs domaines. Et le chef de l'État, il a également parlé de la menace que fait peser Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers. Emmanuel Macron, il promet une riposte. On va l'écouter. Nous devons aussi nous préparer à ce que les États-Unis décident de tarifs douaniers sur les marchandises européennes, comme ils viennent de le confirmer à l'encontre du Canada et du Mexique. Cette décision incompréhensible, tant pour l'économie américaine que pour la nôtre, aura des conséquences sur certaines de nos filières. Elle accroît la difficulté du moment, mais elle ne restera pas sans réponse de notre part. Alors, tout en préparant la riposte, avec nos collègues européens, nous continuerons, comme je l'ai fait voilà 15 jours, à tout tenter pour convaincre que cette décision nous ferait du mal à tous. Alors ça inquiète évidemment les tarifs douaniers, ça inquiète nos agriculteurs, nos viticulteurs dans le domaine de l'acier, dans le domaine de l'automobile. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron peut réussir à convaincre Donald Trump de renoncer à cette augmentation des tarifs? Moi je pense qu'il faut avoir un discours de fermeté. De toute façon,
Trump ne fonctionne que comme ça. Donc hier, en fait, justement, c'était ferme, c'était décisif. Et avec les partenaires européens, l'Europe, c'est pas rien, c'est un grand marché. Et donc les Américains ne pourront pas s'en passer. Donc je pense que oui, on peut réussir à riposter. Et l'Europe sera prête à riposter? Elle sera unie et rapide sur ce sujet? Je pense qu'on arrivera à une union. Ouais. Vous le disiez, évidemment, la question est l'un des messages forts fait passer par le chef de l'État, c'est l'augmentation de nos dépenses. Il va falloir augmenter notre effort pour les dépenses de défense. Pour vous, c'est désormais la priorité? Bien sûr que c'est une priorité. Mais oui, parce que de toute façon, c'est pas forcément entrer en guerre, mais c'est démontrer et montrer notre force pour dire attention, si vous nous attaquez, on est là. Et donc c'est important, la France toute seule, elle ne peut pas réussir. On a déjà l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui certes est à côté de nous maintenant et pas dans l'Union européenne, mais qui est aussi très importante en fait au niveau de l'armement. Et parmi les sujets, il y a l'armement européen. Ursula von der Leyen, elle a présenté un plan cette semaine, 800 milliards. Alors derrière ce chiffre, il y a 150 milliards de prêts et 650 milliards de dépenses que devront faire les États. Pour vous, c'est bien calibré ? Alors ça, moi, je ne connais pas le détail, mais je pense que 800 milliards, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça engage. Et on a besoin, en fait, d'avoir une industrie forte, en fait, sur l'armement, ce qu'on avait un peu laissé de côté. Alors, pour financer l'augmentation des dépenses d'armement, il va falloir, je cite le chef de l'État, des réformes, des choix, du courage. Quelles réformes et quels choix, selon vous ? Alors, des réformes, de toute façon, il faudra... Et on en parle depuis longtemps. Les réformes, effectivement, budgétaires, on en parle des agences très souvent. Donc il va falloir faire très attention à nos dépenses. Après, on a les sujets... alors, avoir russe, ça c'est pas possible, même pour moi. En revanche, on a les intérêts quand même qu'on peut utiliser. Sur le livret A, ça fait un grand débat parce que les Français pensent qu'on prend leur argent et qu'ils vont le perdre. Ça n'est pas ça, en fait. C'est un peu comme si on leur empruntait de l'argent, avec peut-être un taux plus important, puisque c'est un peu plus risqué. Moi, je pense que ça, c'est important. Donc un livret pour financer les dépenses d'armement. Donc des dépenses et trouver les financements à côté, à la fois privés et publics. On le disait, vous avez auditionné Pierre Moscovici hier, le premier président de la Cour des comptes. Avant de parler de la réforme des retraites, on va justement voir ce qu'il disait à propos des efforts qu'il fallait faire pour augmenter nos dépenses d'armement. Si nous voulons être capables de répondre à des menaces sur notre sol, et notre sol c'est le sol européen, nous allons devoir faire des efforts. Et évidemment, ça ne peut pas se faire au prix d'une dégradation supplémentaire de nos déficits, qui sont malheureusement, je le dis fréquemment dans d'autres salles, dans ce palais ou d'autres assemblées, les plus dégradés d'Europe. Vous partagez ce que dit le président de la Cour des comptes ? Complètement. Déjà, je le partageais avant, je dirais, la situation que nous connaissons avec l'Ukraine. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que à partir de 2030 et 2045 encore plus, c'est des milliards d'euros de déficit. Donc venir faire croire aux Français qu'on va les revenir à 62 ans, voire on entend à 60 ans, c'est comment on le finance. Et c'est impossible. Mais juste avant de parler de la réforme des retraites, est-ce que pour ne pas payer la dégradation supplémentaire de nos déficits, ça veut dire qu'il va falloir revoir notre modèle social ? Ah, mais je pense qu'il faut mettre toutes les politiques sur la table. Il faut regarder, bien évidemment. Après, il faut faire attention. On a des sujets santé. Certes, on peut toujours trouver... Moi, je suis comptable de métier. Alors, vous savez, on peut toujours trouver des lignes pour faire des économies. Mais la santé, c'est pas n'importe quel bien. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir diminuer le nombre de fonctionnaires ? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir relancer le débat sur le déremboursement des médicaments, par exemple ? Oui, alors sur le déremboursement, là, moi, je suis toujours assez frileuse quand même. Il faut faire attention parce que les Français ont besoin aussi quand même de leur santé et c'est un coût. Et là, après, on atteint aussi leur pouvoir d'achat. Donc, on touche pas aux dépenses de la sécurité sociale ? À regarder s'il y a des économies à faire ou mieux dépenser. Ouais. Il appelle, lui, le chef de l'État, il a appelé hier les forces politiques à faire des propositions. Il dit les solutions de demain, ça ne peut pas être les habitudes d'hier. Quelles vont être les propositions des LR ? Quelles seraient, vos propositions ? Pour le financement de l'Ukraine ? Oui, pour financer l'augmentation des dépenses.
Ah, mais moi, je vais vous dire qu'il faut diminuer nos dépenses, ça c'est clair. Politique d'achat aussi, en fait, qui est importante. Et mettre à plat toutes les politiques. Il faut se poser des questions. Le quoi qu'il en coûte nous a coûté très très cher, parce que justement, on n'a pas regardé. Il y avait des endroits où, oui, quoi qu'il en coûte est important. Aujourd'hui, il faut un quoi qu'il en coûte sur l'armée, en fait, sur l'armement. Mais à côté, ben oui, on se serre un peu la ceinture. Alors, on l'a vu, vous avez auditionné hier Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui a publié une mission flash sur le financement de notre système de retraite. Cette mission qui sert de base de travail aux partenaires sociaux qui ont commencé leurs négociations pour revenir sur la réforme de 2023. On va voir les temps forts de cette audition de Pierre Moscovici avec Lorraine Barrière. Bonjour Lorraine. Bonjour Ariane, bonjour Madame la Sénatrice. Et Lorraine, on a donc vu Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui a présenté hier devant les sénateurs les conclusions de sa mission flash sur le financement des retraites. Oui, une mission confiée en début d'année par François Bayrou dans la perspective du conclave sur les retraites qui s'est ouvert la semaine dernière. Syndicats et organisations patronales ont 3 mois pour revoir la copie de la réforme 2023 et surtout ramener le système à l'équilibre en 2030. La Cour des comptes, donc, devait en amont fournir une base de travail aux partenaires sociaux et éclaircir certains points. Et pour le coup, le message est très clair. La situation financière du système de retraite va se dégrader fortement dans l'avenir. On écoute Pierre Moscovici. À ceux qui pensent que c'était la réforme ultime qui a tout résolu, la réponse est non. 10 milliards ne résout pas tous les problèmes de financement du système des retraites. À ceux qui pensent que cette réforme n'a aucune incidence financière, la réponse est également non. Si vous retirez cette réforme, si vous l'abrogez, c'est 10 milliards de plus qu'il faut trouver. Pierre Moscovici qui souligne qu'entre 2025 et 2030, les déficits resteraient assez stables, mais que les vraies difficultés commenceraient après. 15 milliards d'euros de déficit en 2030, 30 milliards en 2045. Madame la sénatrice, il faut donc aller plus loin avec de nouvelles mesures et peut-être même une nouvelle réforme. Alors, peut-être une nouvelle réforme, ça je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, la réponse est non à revenir sur l'âge de départ à la retraite. Sinon, il faut se poser la question sur la durée de cotisation. Il faut se poser la question sur l'indexation des pensions de retraite ou une augmentation des cotisations. On n'a pas beaucoup de moyens, en fait. Donc c'est un vrai sujet important. Et le Premier ministre a été très clair, en fait, dans cet objectif d'équilibre à 2030, alors qu'à aujourd'hui, le déficit 2045, je crois que c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards, 2025, 6,6, voilà. 2030, 6,6. Oui. Mais alors justement, qu'attendez-vous de ce conclave des retraites ? Alors, sur le conclave des retraites, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent aux moyens financiers, peut-être à la gouvernance, parce que les complémentaires, elles ne sont pas déficitaires, et c'est une gouvernance par les partenaires sociaux. Et donc, peut-être finalement, ça peut être une question à voir, d'avoir une gouvernance différente. On va voir comment ça va se passer avec le conclave, parce que il y en a qui claquent la porte aussi. Force ouvrière notamment, vous le regrettez ? Dénonce une mascarade. Mais non, c'est dommage. Il faut toujours, venir se parler. Et puis après on prend les décisions. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais en revanche, la réforme des retraites, c'est pas sur l'âge. C'est impossible. C'est-à-dire pour vous, c'est impossible de revenir sur les 64 ans ? Ah oui, c'est impossible. Oui. Et puis alors, en plus, aujourd'hui où justement on a ce regard sur les politiques parce qu'il va falloir dégager une économie pour l'armement, c'est même inconscient, je veux dire, à cette période, d'envisager ça. Ouais. Oui. Avec le Danemark qui envisage de pousser la retraite à 70 ans pour financer justement les forces d'armement du pays. Sûr. Vous dites on serait à contre-courant en revenant sur les 64 ans ? Complètement. Après, il faut regarder quand même, parce que le conclave, en fait, hier, il y avait aussi en fait l'audition de Monsieur Mariette, qui est justement celui qui coordonne ce conclave, et donc qui est venu
plutôt en fait sur le regard sur la pénibilité, sur la retraite des femmes. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas pu, nous, prendre vraiment à bras-le-corps parce que c'était dans un texte financier. L'emploi des seniors. Et d'ailleurs, la Cour des comptes rendra aussi un rapport au mois d'avril qui sera plus sur compétitivité et emploi. Parce que ça aussi, la compétitivité, c'est ce qui peut financer aussi nos retraites. Lorraine ? Oui, il y avait aussi une bataille des chiffres autour du système de retraite des fonctionnaires, puisque François Bayrou avait évoqué un déficit de 55 milliards d'euros à l'horizon 2030, bien supérieur aux prévisions du Conseil d'orientation des retraites. Mais la Cour des comptes a finalement tranché. On écoute à nouveau Pierre Moscovici. Il n'existe aucun déficit caché du régime des retraites des fonctionnaires, comme je peux le lire tous les jours, à travers une ou deux signatures qui me fatiguent. Ces deux comptabilités, mais ça me fatigue à force quand même, sont justifiées et stables. Mais l'exigence de deux règles distinctes peut en effet nuire à la lisibilité financière du régime. Alors, selon Pierre Moscovici, il y a deux comptabilités différentes de la contribution de l'État. Les régimes du privé et du public ne sont pas comparables. Madame la sénatrice, est-ce que c'est le moment de créer un système universel de retraite ? Alors ça, c'est très compliqué, là, parce que c'est vraiment des systèmes très, très différents. Et en fait, le système des fonctionnaires ne finance pas que la retraite. Finance aussi la solidarité. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Alors, c'est vrai que ça paraît pas très transparent, mais en revanche, c'est quand même un système qui est stable. Et les fonctionnaires, c'est l'État. Donc, si vous voulez, au final, des fois, on dit, ah bah oui, mais finalement, on les subventionne, on fait une subvention d'équilibre. Oui, c'est normal. Les bases aussi sont différentes. Toutes les primes des fonctionnaires ne rentrent pas, en fait, dans la base de calcul des retraites. Donc, je pense pas que ce soit le sujet. Et d'ailleurs, ça n'a pas été demandé ni par le Premier ministre et la Cour des comptes a tranché aussi sur le sujet. Donc impossible d'aligner finalement le privé pour l'instant, c'est et difficile, le public. Bien sûr. Oui, oui. Mais est-ce qu'il va falloir revoir, est-ce que le régime par répartition, il est encore viable ? Ou est-ce qu'il va falloir passer à une dose de capitalisation, voire à un régime par capitalisation ? Oui, alors, hier, M. Moscovici a été très clair en disant que notre système de répartition était robuste. Il a utilisé ce mot plusieurs fois et il a dit c'est rassurant pour les jeunes, notamment qui ne vont pas prendre leur retraite tout de suite et qui certainement ont une inquiétude. En revanche, il n'est pas à l'équilibre, oui. Donc c'est ce qu'il faut rechercher. C'est robuste mais pas financé, donc et la capitalisation, c'est pas un gros mot. Ça existe dans la fonction territoriale, la fonction publique, ça existe aussi dans le privé, dans les cadres des plans épargne retraite. C'est pas fait pour tout le monde. Mais je pense que c'est essentiel aussi d'avoir ce système-là à côté qui permettra aussi finalement de financer les retraites. Donc oui, c'est pas un gros mot, faut tout regarder. Mais moi, je pense que c'est bien que ce soit les partenaires sociaux, justement, qui doivent réfléchir sur ça. Mais est-ce que ça veut dire que quel que soit l'accord trouvé par les partenaires sociaux, vous le voterez, vous, au Parlement ? Ah ben ça, on l'étudiera, parce que c'est toujours comme ça, en fait. Hein. C'est une base, mais c'est vrai qu'on essaie... Mais vous pourriez revenir dessus ? Alors, on peut revenir dessus, mais c'est vrai que, quand même, on respecte beaucoup l'accord, parce que dans les partenaires sociaux, c'est un peu comme dans l'hémicycle, hein, les gens, ils sont... Voilà, chez nous, c'est droite-gauche, hein, là, c'est un peu différent, mais finalement, on revient au même. Donc, quand on arrive à un accord, c'est comme nous, quand on fait un consensus, c'est quand même essentiel. Donc on essaie de respecter, le Parlement de revenir dessus. On essaie de respecter au maximum, sauf si on voit qu'il y a vraiment un sujet. Et puis on les auditionne aussi, les partenaires sociaux, quand c'est comme ça. Est-ce qu'au vu de la mission flash, du compte-rendu, des conclusions de cette mission flash de Pierre Moscovici, finalement, la réforme de 2003, elle n'a pas été un peu inutile pour le financement de notre système de retraite ? 2023 ? De 2023, pardon. Oui. Non, pas inutile du tout. D'ailleurs, il a dit, c'est 10 milliards d'euros qu'il faut retrouver en plus si on ne le prend pas. Non, pas inutile du tout. Si on revient dessus, mais est-ce qu'elle n'a pas été insuffisante ? Alors, insuffisante, peut-être, mais vous voyez bien comment c'était difficile. Je pense que, je vais vous dire, le vrai sujet, c'est le manque de pédagogie. Et vraiment, la pédagogie n'a pas été faite pour expliquer justement aux Français. Et puis aujourd'hui aussi, ce qu'on a avec cette mission flash, c'est qu'on a les chiffres. Et ça, c'est essentiel d'avoir les chiffres, parce que jusqu'à maintenant, on conteste, on dit le comité d'orientation des retraites, ce qu'il dit, c'est pas vrai. En plus, il avait une dizaine de scénarios, donc c'était vraiment important de partir avec là des chiffres
non contestable, normalement. Rapidement, toutes les questions qu'on se pose là ce matin, il faut y répondre. Maintenant, il y a urgence, non ? Ah oui, il y a urgence, bien sûr, mais il faut laisser le travail quand même aux partenaires sociaux. Mais oui, il y a une urgence, parce que comme je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on regarde toutes nos politiques publiques pour faire des économies si on ne veut pas augmenter les impôts. Merci Lorraine, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Oriane. On va revenir évidemment avec vous tout à l'heure dans le club sur l'allocution d'Emmanuel Macron. Allez, pour terminer, on va voir l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. Et on va du côté de chez vous. On retrouve Jean-Marc Chevauché, le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Marc, vous allez parler des LR et de la course à la présidence pour le parti. Bonjour Oriane, bonjour Madame la sénatrice. On ne vous a pas beaucoup entendu. Alors, je sais que parfois, ces situations sont un peu sensibles, mais vous n'êtes pas réputé pour être conflictuel. Mais est-ce que vous avez fait votre choix ? Est-ce que vous faites partie des parlementaires du Sénat qui ont apprécié la présidence de Bruno Retailleau et qui se rangent derrière lui ? Ou est-ce que vous choisissez Laurent Wauquiez et pourquoi ? Non, moi je suis derrière Bruno Retailleau, effectivement, et vraiment sans problème. C'est toujours très difficile, une élection interne. C'est comme les délégués de classe, hein, ce sont nos copains. Mais là, sincèrement, Bruno Retailleau incarne. Et il incarne en fait cette droite républicaine attendue, parce que je dirais que son adhésion va au-delà en fait du parti, et on sent bien ce besoin en fait d'avoir une personnalité forte. Et je crois qu'aujourd'hui, même si Laurent Wauquiez est talentueux, a d'énormes compétences, aujourd'hui c'est pas son nom qui sort, c'est Bruno Retailleau. Et nous en plus ici au Sénat. Dans le moment qu'on traverse, Madame Gruny, avec tous les sujets que vous venez d'évoquer, est-ce que vous ne pensez pas que Bruno Retailleau aura aussi un peu autre chose à faire au gouvernement que de s'occuper de la maison LR ? Alors moi, je vais vous dire, je pense que ce qu'il faut, c'est une équipe. Et c'est un président, ça ne préside pas tout seul. Et Bruno Retailleau, je sais qu'il sait bien travailler en équipe, on sera autour. Et j'espère que Laurent Wauquiez sera là aussi, justement, pour travailler au niveau du parti. Et Bruno Retailleau, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une force de travail importante. C'est d'ailleurs souvent ça dans les personnalités politiques. Donc bien sûr qu'il aura aussi ce temps, il le trouvera. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit aussi votre candidat pour 2027, Bruno Retailleau ? Alors, je pense que pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. Et vous voyez bien que ça change. Il y a un an, on n'aurait pas parlé de Bruno Retailleau pour être chef du parti. Je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. En revanche, il faut que notre parti soit en ordre de marche, justement, pour être derrière un candidat pour 2027 et un candidat qui saura rassembler. Est-ce qu'il faut un candidat LR, ou est-ce que, compte tenu de la situation et franco-française et internationale, vous êtes prêt à vous ranger derrière un candidat du bloc central, du socle commun ? Je pense que de toute façon, on n'arrive jamais en fait à faire une élection avec juste son parti. Et on a toujours travaillé notamment avec les centristes. Donc oui, il faudra Mais là, ça suffira. élargir. Est-ce qu'il faut travailler aussi avec Renaissance, avec Horizon, avec le Modem pour avoir un seul candidat ? Ah oui, il faut un seul candidat pour tout le monde. Mais ce sera pas facile, ça. Merci Jean-Marc Chevauché d'avoir été avec nous. La une du Courrier Picard, on la remonte, on l'a vu en début d'émission, somme le combat d'un jardinier contre les pesticides. C'est à la une de votre journal. Merci Pascale Gruny d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Votre interview, elle est retrouvée en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été avec nous. On va évidemment continuer à parler de cette situation en Ukraine, de cette allocution du chef de l'État avant notre grand débat politique dans 20 minutes. On va accueillir notre prochain invité, Claude Maluret, le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat, nous rejoint.